Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Moselle. Aujourd'hui, je vous retrouve en plein cœur de Metz, en plein cœur de la nouvelle ville de Metz, la Neustadt. Nous allons parler aujourd'hui d'un bâtiment que tous les Messins ont déjà vu. Il se trouve derrière moi. Il s'agit de l'ancienne gare de Metz. Et oui, il y a la nouvelle gare, on la connaît, la plus belle gare de France, mais il y a également une gare un peu plus ancienne, l'ancienne gare de Metz, et nous allons tout découvrir. Allez, c'est parti! Notre visite démarre dans la cour de cette ancienne gare. Aujourd'hui transformée en parking pour les employés de l'INSEE de Metz, qui s'est installé dans ce bâtiment très historique. Mais à l'époque, c'est ici qu'arrivaient les trains. Et oui, nous sommes là sur les anciens quais. Je vais maintenant retrouver un historien que les téléspectateurs de cette émission connaissent bien, Kevin Guriot, avec qui nous allons revenir sur l'histoire du bâtiment, mais aussi sur celle du quartier dans lequel il se trouve. Bonjour Kevin. Salut Tim. Merci de me rejoindre ici, ou plutôt c'est moi qui te rejoins ici donc dans la cour d'un bâtiment emblématique à Metz. Alors aujourd'hui c'est l'INSEE, on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission, mais à l'époque ce bâtiment c'était un petit peu l'un des cœurs de la ville, mais pas tout à fait puisqu'elle était construite en dehors de la ville. En tout cas c'est un bâtiment emblématique de l'histoire de Metz. Emblématique de l'histoire de Metz, et ce que j'aime bien c'est quand tu dis à l'époque. Il faut peut-être commencer par préciser justement de quelle époque on parle. Oui. On est en plein milieu du 19e siècle, époque où justement la vapeur se transforme. Alors l'histoire de la Lorraine et de la vapeur c'est voilà, une vraie histoire d'amour, hein, puisqu'on se souvient du fardier de Cugnot qui était né natif de Voie-Vacon dans la Meuse, qui avait fait quelques expérimentations avec une voiture justement qui fonctionnait à la vapeur. Expérimentation pas très concluante, si bien qu'il faudra attendre James Watt à la toute fin du XVIIIe siècle, début du XXe siècle, pour que ça commence justement à un peu à prendre, la vapeur prenne son essor. Et en Lorraine, c'est en 1850 que le chemin de fer commence vraiment à se développer, avec la création de la ligne Paris-Strasbourg, qui passe par Nancy. On va préférer un trajet un petit peu plus méridional, si bien que le trajet par Reims-Verdun-Metz sera construit quelques années plus tard. Donc on va décider dès 1849 de raccorder Metz à la ligne Paris-Strasbourg via Nancy. Donc il faut une ligne Nancy-Metz ou Metz-Nancy, on ne va pas faire de jaloux. et cette ligne, elle est construite donc, et il faut une gare. Et c'est à partir de ce moment-là, 1849-1850, qu'on décide donc de construire une gare à Metz. À l'intérieur de la ville, c'est pas possible. Parce qu'il y a les remparts. Il y a les remparts. Les autorités militaires rappellent la nécessité de ces remparts, mais c'est quand même une ville frontalière. Donc on va la construire juste à l'extérieur des remparts, au sud de la ville de Metz, à l'emplacement même donc, où nous trouvons, où aujourd'hui il y a les bâtiments de l'INSEE. Alors ce bâtiment-là viendra après, puisqu'on a une première gare qui est construite sous Louis-Napoléon Bonaparte et qui sera donc brûlée, enfin qui brûle au cours d'un incendie. Elle est construite, donc la première gare en fait elle est en bois, hein. Elle est construite dans le courant de l'année 1850 et elle va recevoir une structure métallique pour la renforcer 3 ans plus tard, et ensuite elle va connaître un incendie en 1872, en juillet 1872 elle brûle et donc elle va rester un petit peu à l'état de moitié ruine. Mais il faut rappeler qu'entre la première construction et l'incendie, il s'est passé quelque chose d'important. D'essentiel pour le département Bien sûr, de à la partir Moselle. de 70, ici on est allemand. Ah bah on est 71. Officiellement c'est le 10 mai 1871, la ratification du traité de Francfort à l'hôtel du Cygne à Francfort, donc, où les plénipotentiaires français signent un des traités les plus humiliants de l'histoire de du pays même, puisqu'on abandonne à l'Allemagne l'Alsace et la partie de la Lorraine qui correspond à l'actuel département de la Moselle. Donc Metz se retrouve en Allemagne. En 1872, donc, la gare en bois brûle et il faudra attendre quelques années de plus, 1878, le 17 juin 1878, pour que soit inaugurée donc la nouvelle gare de Metz, construite donc dans ce qu'on appelle le Rundbogenstil, c'est-à-dire littéralement le style en arc en plein cintre, en fait, en arc rond. C'est du néoclassique un peu germanisé. C'est un néoclassique, exactement. Ça s'inspire un petit peu de Versailles et de certains châteaux prussiens, comme Sans Souci. Et l'architecte, Johann Eduard Jakob Stahl, va justement avoir à cœur de réutiliser les matériaux locaux, la pierre de Jaumont, pour ne pas dépareiller avec le reste de la ville. Il y avait sans doute aussi l'idée de ne pas choquer les Messins, de construire une gare par les autorités allemandes
mais dans une ville qui a eu, qui était d'esprit français, de culture française. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu vaguement quand même les constructions de la place d'Armes Jacques-François Blondel. Oui. On s'inscrit dans cette même continuité-là. On rappelle voilà, qu'on est en France. Ce sera un tout autre parti avec finalement la troisième gare, 1908, la gare qu'on connaît actuellement, qui a été construite encore une fois par les autorités allemandes. Par les autorités allemandes. Et on en est fier. Alors, elle est dans un tout autre style, mais on en est fier puisqu'elle est, et ça j'aime le rappeler, c'est quand même la plus belle gare de France. 3 années consécutives, c'est quand même beau. Oui, c'est ça. Mais restons sur celle-ci. Restons sur celle-ci, exactement. Donc, elle est construite en U, c'est une gare terminus en fait. À l'origine, on a 4 voies à quai qui viennent ici, un peu sur le même principe de la gare de l'Est en fait à Paris. C'est une gare terminus. Donc, les trains viennent, repartent, ensuite des embranchements qui leur permettent d'aller dans d'autres directions. Mais c'est d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'elle tombe vite en désuétude finalement. Parce qu'elle n'aura pas servi très longtemps cette gare. Elle ne va pas servir très longtemps, elle va finir par être un petit peu abandonnée. Enfin très vite on va se rendre compte qu'il faut construire une nouvelle gare en effet. Et c'est en 1908 donc que sera construite finalement la troisième gare de Metz qu'on connaît actuellement dans ce style néo-roman que Barrès décrivait comme colossale. Elle est colossale effectivement. C'est la deuxième cathédrale après tout. On la compare parfois à la deuxième cathédrale, effectivement. Il y a un décor architectural et sculptural qui est tout à fait remarquable. Alors qu'ici, c'est plus sobre. C'est beaucoup plus sobre, même si sur l'autre façade, en fait, côté ville, on a un décor qui est très très riche avec des blasons de la ville de Metz, par exemple, les blasons de la Lorraine. Et on a aussi donc un décor germanique malgré tout, puisqu'on est quand même en Allemagne, notamment des aigles héraldiques qui seront effacés en 1918 quand Metz redevient française. On avait également des frontons avec les horloges qui aussi finiront par être démontés. Donc un bâtiment qui va quand même connaître quelques transformations au cours du temps, qui va même être un petit peu abandonné à une certaine époque avant d'être investi justement par les bureaux de l'INSEE. Alors jusqu'en 2014 c'était encore les bureaux donc, de la SNCF. Aujourd'hui on a une nouvelle étape dans ce bâtiment. Est-ce qu'on en a beaucoup des exemples comme ça ici à Metz et en Moselle, des bâtiments qui vivent plusieurs étapes dans leur vie et qui, après avoir vécu une période peut-être de désaffection, sont repris par des choses plus modernes. Ça aussi, ça participe à maintenir le patrimoine. Oui, il y a un mot qu'il faut lâcher, là je crois, c'est le mot de reconversion. On parle de reconversion de bâtiments quand on leur retrouve une nouvelle affectation finalement, mais l'exemple de cette ancienne gare de Metz devenue aujourd'hui donc centre de bureau pour l'INSEE, c'est un exemple qui pourrait être cité, moi je le vois avec mes classes de 3e, quand on parle de reconversion, on cite le Louvre à Lens par exemple, on cite le centre Pompidou à Metz, on est dans des régions qui ont été sinistrées avec la fermeture des mines, des usines, des régions qui également souffrent parfois d'une image un petit peu noire, ancienne ville de garnison qui aujourd'hui est en train de se refaire peau neuve. Et l'exemple justement de l'ancienne gare de Metz ici nous montre qu'on peut tourner certaines pages et se reconvertir et trouver de nouvelles applications. Et à l'intérieur, on voit encore on va dire ces restes, ces beaux restes parfois, ces fresques qui demeurent, notamment en salle de réunion, on en a vu, mais ailleurs aussi. Exactement, on a un décor, on a des vestiges justement dans l'ancienne gare qui sont très intéressants à étudier, qui montrent que Metz justement a toujours un petit peu joué au funambule entre France et Allemagne, et j'aime bien cette expression parce que quand on est dans cette salle des fresques, on voit des blasons des grandes villes du Reich, Stettin de mémoire, on a Berlin forcément, mais on a aussi Königsberg. Alors Königsberg, c'était en Ostpreußen, comme disaient les Allemands à l'époque, donc en Prusse orientale. Aujourd'hui, c'est Kaliningrad en Russie, dans cette petite enclave sur les bords de la Baltique. Donc on était vraiment dans la porte occidentale du Reich ici. Metz va devenir la porte occidentale du Reich, la vitrine même du bon goût à l'allemande, alors que Nancy, de l'autre côté de la frontière, devient l'incarnation du bon goût à la française. Les deux villes vont se construire un petit peu sur cet antagonisme qui continue un petit peu de marquer l'identité lorraine. Alors ce bon goût à l'allemande, il se traduit aussi dans
dans le quartier impérial, puisque donc la gare ici, la première gare, en tout cas celle en bois, est construite en dehors de la ville, donc avec le rempart qui se terminait plus loin. Ensuite, ici, quand on construit cette gare-là, on est encore en race campagne, je dirais, en bord de la ville. En race campagne. Alors il y a quelques bâtiments quand même. On est, on est loin du centre-ville. On est loin du centre-ville et les autorités allemandes vont aménager tout ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle impérial. En fait, il vaudrait mieux parler, comme les Allemands le faisaient, de Neustadt, c'est-à-dire de la nouvelle ville, qui construisent donc au sud de l'ancien centre-ville de Metz, en abattant une bonne partie des remparts. Il reste la tour Camoufle aujourd'hui, mais sinon tout le reste va être, donc les fossés sont comblés. Et on va construire un quartier, alors en respectant quand même une certaine harmonie. Les maisons de l'avenue Foch, par exemple, sont plus basses côté ville et s'élèvent petit à petit en allant vers la gare. Alors c'était pas du goût de tout le monde. Maurice Barrès, dans les premières lignes de Colette Baudoche, dit qu'il faut aller se promener dans ces quartiers aux maisons couleur café au lait ou chocolat, qui montrent toute la prédisposition qu'ont les Allemands pour tout ce qui est comestible. Donc voilà, ils sabrent un petit peu. Un esprit de revanche aussi, peut-être. Un esprit de revanche. On est absolument dans cette période-là où justement on construit aussi une identité lorraine. C'est l'époque du « vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », car malgré tout, nos cœurs resteront français. Très bien, c'est sur ces belles paroles qu'on s'arrête, Kevin. Merci beaucoup pour toutes ces explications et puis à bientôt. À très bientôt. Voilà pour la partie historique du bâtiment et de son quartier, construit donc plus de 22 ans après cette ancienne gare. Je vais maintenant rejoindre Alexandre Capiaumont, architecte du patrimoine et qui a participé aux travaux de ce bâtiment afin de l'adapter aux besoins de sa nouvelle affectation, l'INSEE donc. Et je remarque tout de suite que l'intérieur est très moderne. Quand on est, comme toi, architecte du patrimoine, comment est-ce qu'on voit des travaux, comment est-ce qu'on imagine des travaux dans un bâtiment historique comme celui-ci? La première démarche, c'est de se saisir de l'édifice un petit peu indépendamment de l'usage qui en est fait, c'est-à-dire de comprendre vraiment ce qu'il était à l'origine et surtout de se faire une idée de l'état de référence de cet édifice. Chaque bâtiment au cours de l'histoire, et plus l'histoire est longue, évidemment, plus il y a stratification, ça devient à un moment donné un palimpseste, un peu une superposition d'informations sur laquelle il faut arriver à faire un tri un peu pertinent et voir, voilà, dans l'état où je le trouve aujourd'hui, qu'est-ce qui fait référence. Et dans ces références-là, dans le cas présent, c'était pas très compliqué. Ça a été une gare, ça a été des bureaux, ça redevenait des bureaux. L'édifice est de la fin du 19e, mais imaginons un édifice du 12e très transformé. Voilà, l'exercice est de moins en moins facile. Là, il est évident que l'état de gare était quand même un état de référence, mais il y a beaucoup de transformations, on le verra peut-être tout à l'heure en se baladant, dont j'ai parlé, des excroissances ou des pertes, des choses irréversibles, comme la perte des deux arcs qu'il y a sur la façade du Place du Roi-Georges. Donc ça, c'était dans les années 50, quand ils ont construit des nouveaux bureaux. Exactement, au moment des années 50, quand la SNCF a investi les lieux en 1938, on a fait un siège régional. C'est effectivement devenu un programme de bureau et évidemment on a perdu des choses à ce moment-là. Donc dans ce nouvel état qui nous parvient, nous, qu'est-ce qu'on peut considérer comme étant la meilleure valeur, voilà, en tout cas ce vers quoi il faut tendre en termes d'image aujourd'hui. Sachant qu'en plus, on garde dans l'idée qu'on va constituer un nouvel état de référence pour le futur. Alors, on constitue un nouvel état, donc, une nouvelle étape, en fait. Une nouvelle étape et un nouvel état. Mais on fait attention, exactement. Ce que tu disais, on fait attention à comment est-ce qu'on va construire ça pour ne pas dénaturer le bâtiment, alors. Oui, exactement. Ça. En tout cas, j'ai envie de dire, s'il a été dénaturé, c'est comment le dénaturer le moins possible. C'est-à-dire que dans une restauration, on peut avoir à dérestaurer des restaurations précédentes. D'accord. Voilà, mais pour le bien du pour le bien. L'objectif étant effectivement d'avoir à la fois un geste, une volonté architecturale de créer un lieu de vie, en l'occurrence ici pour l'INSEE, qui soit le plus agréable possible, mais aussi un respect qui soit maximal pour ce qu'était l'édifice. Voilà, encore une fois, c'est cette dynamique-là, c'est-à-dire que la question est plus de transmettre que de créer un nouvel objet. Donc le bâtiment aujourd'hui est inauguré, hein, c'est la fin des travaux. Alors ils ont duré combien de temps ces travaux? Parce que là aussi j'imagine que c'est un travail de longue haleine. C'est ça, il y a un sujet, c'est les travaux, ils ont duré à peu près 4 ans, 5 ans, même 5 ans. Les
les études en amont sont tout aussi importantes, puisque c'est elles qui donnent lieu et naissance au projet, qui le dessinent, qui le décrivent. Donc là, il y avait à peu près 3 ans de durée. Donc on est sur une opération globale qui représente à peu près 7-8 ans. Voilà. Oui, quand même. Oui. Donc on est quand même en train de parler d'un projet qui prend 7-8 ans d'une vie professionnelle. Oui. C'est donc un gros projet. Oui, absolument. On s'y adonne avec cœur, et notamment en plus avec la beauté du bâtiment. Oui, on est en plein cœur de Metz, on a un bâtiment historique. Et ça, c'était un enjeu important, et pour l'INSEE également. C'est-à-dire qu'ils étaient auparavant installés au Technopôle de Metz. Aujourd'hui, avoir pignon sur rue, quand bien même c'est un institut qui n'a pas vocation non plus à être très ouvert au public. Ça reste des bureaux, ça reste un programme assez compliqué, du point de vue y compris maîtrise des informations. Voilà. Mais se trouver ici au cœur de Metz, place du Roi Georges, c'était effectivement quand même une opportunité qui était à saisir et qui a été, je l'espère, saisie. Je ne peux pas m'empêcher, je m'arrête 2 secondes, je ne peux pas m'empêcher de voir cette magnifique verrière. Là, on voit aussi, on s'arrête sur cet esprit gare de l'époque, en fin de compte aussi. Complètement. En fait, et la verrière dont tu parles, et l'escalier qu'on est en train de pratiquer, finalement, qui prend toute la hauteur de cet édifice. On a un beau contraste aussi entre modernité et vintage. Oui, complètement. Oui. En tout cas, ça, c'est un ouvrage parfaitement authentique, en fonte, qui a été restauré vraiment dans son état d'origine et qui correspondait aux verrières. On a son pendant de l'autre côté, sur l'autre pavillon, symétrique. Celle-ci correspondait à l'entrée du public sur le hall des départs. Qui était donc ce grand volume de 13 mètres sous plafond qu'on donne à relire par le gigantisme, j'allais dire, de cet escalier, mais en tout cas sa générosité et aussi sa légèreté, tant que faire se peut, pour qu'on saisisse bien quelle était la dimension originelle de ce pavillon d'arrivée qui était comparable à celle du pavillon des départs. Très bien, merci pour cette petite visite expliquée. Je t'en prie. Même si tout paraît très neuf et adapté au travail de bureau qui se fait de nos jours, les détails qui témoignent du passé de ce bâtiment sont nombreux. Un peu partout dans l'enceinte de l'ancienne gare, le contraste entre passé et présent se distingue aisément. Il est temps maintenant d'aller rejoindre le dernier invité de cette émission. Il s'agit ni plus ni moins d'un des grands spécialistes de l'histoire du rail de chemin de fer à Metz et à ses alentours. Et je vais le retrouver dans l'un des halls qui accueillait d'autrefois des voyageurs. Bonjour Jean. Bonjour Tim. Ça va? Comme le temps, je dirais. Un coup beau, un coup moins beau. Alors, Jean, donc vous êtes historien spécialiste du rail à Metz et aux alentours de Metz. Oui. Et alors, ce bâtiment, vous le connaissez un peu par cœur, en tout cas, vous y êtes attaché. Par cœur, on peut le dire par cœur, et j'y suis attaché. Alors, pourquoi est-ce que ce bâtiment est important à Metz et est important pour vous? Bon, pour moi, c'est secondaire, mais il est important pour Metz, et comme je suis messin de souche, depuis 9-10 générations, je me passionne beaucoup pour l'histoire de notre ville, je dirais, de la famille. Et ce bâtiment est très très important pour la région, puisque ça a été la première gare construite en pierre, à Metz. D'accord. Et voulue par un empereur, même si les gares en bois avant ont été construites sous Napoléon III, ce n'est pas Napoléon qui les a voulues. On ne peut pas dire que ce sont des gares impériales. Celle-là, on pourrait la qualifier d'impériale. D'autant plus qu'elle présente toutes les valeurs de l'époque allemande sous Guillaume Ier. Valeurs sociales, valeurs culturelles, valeurs historiques et valeurs des transports. On retrouve tout ça ici. Donc c'est un symbole de l'annexion ici, en fin de compte. C'est aussi un symbole de l'annexion, peut-être même le premier grand symbole de l'annexion. Pour moi, il y en a 3 à Metz. Il y a cette gare, l'ancienne gare, le palais du gouverneur et la gare actuelle. D'accord. Oui, qui sont, on va le dire quand même, 3 des plus beaux monuments à Metz, même s'ils ont été construits par les Allemands. Il faut leur rendre quand même cette justice d'avoir fait des belles choses. C'est vrai. Et alors là, on a devant nous donc une partie de votre collection, avec, là on voit notamment, donc c'est cette alors, on va dire première gare,
qui en fait est la troisième. C'est la troisième voilà, gare. parce que cette gare-là, c'est celle qui était construite avant celle dans laquelle on se trouve. Juste la précédente. Voilà. Juste la précédente, qui a été détruite donc par un incendie. Enfin, en partie, elle a été abîmée. Abîmée par un incendie. Pas entièrement détruite, parce que c'était toujours encore en usage. On pouvait encore s'en servir. Mais dans un état de délabrement assez avancé. Le bâtiment des bagages était brûlé, les guichets étaient incendiés. Enfin, c'était très compliqué à utiliser, mais elle était toujours en état de fonctionnement. En tout cas, on la remplace parce que même en état de fonctionnement, elle n'était plus très optimale et puis elle manquait de modernité aussi. Et puis elle n'était pas allemande. Et elle n'était pas allemande, en plus, bien sûr. Quand même. Puis elle n'était pas moderne, tout à fait. Et elle n'était pas moderne. Ouais. Et alors, si je prends au hasard, donc ici, on a par exemple, alors c'est un dessin de l'architecte, c'est Jacques Hopstall qui l'a fait? Oui, c'est Jacques Hopstall, ce qu'on appelle un dessin d'artiste, quoi. Oui. Mais qui représente bien la gare avec son environnement un petit peu amélioré, puisqu'on était au milieu des fossés quand même. Oui. Au milieu des fortifications de la ville de Metz. Oui, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure avec Kevin, c'est que quand la gare est construite ici, on est encore à l'extérieur de la ville. Il n'y a pas la Neustadt, la nouvelle ville. Rien du tout. C'est vraiment... tout ça, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle fait partie intégrante de la ville, mais non. Oui, non. À l'époque, on était, je dirais pas en race campagne, mais c'était ça, quoi. C'était les fortifications. Il y avait les fossés autour, et pour entrer en ville, on passait par la double porte serpenoise, au-dessus du canal, d'amener d'eau vers les fortifications. Et plus tard, vers le port qui était construit juste à côté, entre ce bâtiment et la gare actuelle. D'accord. Et je remarque que sur ce dessin, donc pareil, on en a déjà parlé, mais là on le voit. Donc, c'est ces deux grands frontons qui ont disparu dans les années 50. Dans les années 50, qui ont été supprimés par les services de la SNCF, qui avaient l'intention de construire en attique donc des bureaux, c'est-à-dire en attique, en grenier, des bureaux à cet endroit-là. C'est dommage quand même, parce qu'on enlève le charme un peu du bâtiment. Hein. Ah bah, sans ça, évidemment, c'est un peu dommage. Aujourd'hui, quand vous qui êtes si passionné de la ville de Metz, de son histoire, de son patrimoine, et notamment de cette gare, puisque vous êtes spécialiste du rail à Metz, en tant que spécialiste, est-ce qu'aujourd'hui, de voir ce bâtiment qui vit une nouvelle jeunesse, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, ou est-ce que vous avez plutôt ce sentiment de, est-ce que le patrimoine n'est pas galvaudé au service d'un avenir? À galvauder, non. Au contraire, je crois que là, ce patrimoine est mis au service de l'avenir. Il a été protégé. Et même si certains détails ont été cachés, mais sauvegardés, je tiens à le dire, les descendants, plus tard, s'ils en ont envie, ils pourront décoffrer, enlever le carrelage, le plâtre. Mais derrière, oui, il y a encore certains motifs qui sont là, qui n'ont pas été touchés. Mais je suis persuadé que si l'architecte Jacques Hopstall venait aujourd'hui voir son bâtiment et qu'on lui montre ce qu'il a été sous la période SNCF, il serait enchanté. Oui. Il serait très heureux de voir comment l'esprit d'une gare a été conservé dans ce bâtiment. C'était une autre époque aussi, quand la SNCF s'y installe. On était dans cette époque où le patrimoine avait peut-être moins d'importance qu'aujourd'hui. Le patrimoine n'avait aucune importance, surtout le patrimoine allemand. Et puis, il fallait absolument des bureaux. La SNCF était en plein développement. Oui. La SNCF date de 1949. Metz était la capitale du réseau ferroviaire Grand Est, mais plus grand qu'aujourd'hui. C'est-à-dire ça allait depuis Belfort, la Suisse, jusqu'à la Belgique. Donc tout ce secteur-là était géré depuis ce bâtiment. Oui. Donc il fallait installer du monde. Il fallait du monde. Et puis ensuite est venue vers 50-55 l'électrification. Oui. Et là, pareil, toute cette zone était aussi gérée depuis Metz. Donc là aussi, il fallait embaucher du monde, et puis il fallait du moyen, du matériel, des consoles, des pupitres, des téléphones. Enfin, il fallait faire de la place. Donc on a fait un grenier en haut, en attique, on a supprimé les grands vides que représentaient les entrées et la sortie pour remettre des étages. Et on a mis des bureaux sans prêter attention au décor. Voilà, on peut le regretter, mais bon, l'histoire est ce qu'elle est, on ne la réécrira pas. Absolument, on ne peut pas, malheureusement. Très bien, merci beaucoup Jean de nous avoir consacré quelques minutes. C'était un plaisir. Le plaisir est partagé, merci beaucoup. J'en prie. Au terme de cette visite, on se rend compte combien ce bâtiment, aussi beau qu'imposant, a évolué au fur et à mesure de son histoire. D'une gare de pierre remplaçant une gare de bois, construite en pierre de Jaumont sous le règne de l'empereur allemand Guillaume Ier, cette superbe bâtisse est ensuite devenue un centre stratégique de la SNCF avant de retrouver une nouvelle vie en devenant les locaux de l'INSEE de Metz.
Et si, à l'intérieur, tout paraît moderne, on remarque toujours de nombreux détails de l'époque de sa construction. L'ancienne gare de Metz, joyau architectural de la Neustadt, cette nouvelle ville, un quartier construit sous la première annexion au début du XXe siècle, entre donc dans une nouvelle étape de son existence, tournée vers l'avenir. Et voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Destination Moselle. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à vous d'être restés fidèles à ce rendez-vous tout au long de ces 3 saisons. Le patrimoine mosellan est plein de surprises et j'espère qu'en ma compagnie, vous avez pu en découvrir un peu plus, en savoir un peu plus et surtout avoir eu envie d'en connaître encore plus. Merci encore.